Les peptides, on en entend de plus en plus parler. Ils sont promus par des influenceurs santé, beauté et même en bodybuilding. Donc, que ce soit dans les sérums anti-âge, dans les suppléments de collagène, dans les fioles commandées sur Internet par des personnes qui s'autoproclament être des biohackers, on attribue énormément de bénéfices aux peptides. Perte de poids, gain de masse musculaire, récupération après des blessures, ralentissement du vieillissement, éclat de la peau, repousse des cheveux, des ongles, augmentation de la libido et j'en passe. Mais qu'est-ce que c'est exactement un peptide et comment on est passé de l'insuline, le peptide le plus connu qui sauve des vies depuis 100 ans, à des poudres mystérieuses vendues par des influenceurs avec autant de fausses promesses? Donc, pour en parler, Annie et moi, on a reçu aujourd'hui 2 chimistes. On a reçu le professeur au département de chimie de l'Université Laval, Normand Voyer, et la chimiste et communicatrice scientifique Sarah Bélanger, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux comme Miss Derm. On a eu vraiment une conversation qui était fascinante. On a réalisé à quel point le monde des peptides, c'est vaste. On peut en parler autant d'une molécule qui sauve des vies en médecine, on peut en parler de promesses de rajeunissement de la peau, le collagène qu'on peut trouver en poudre dans les épiceries, mais ça fait en sorte que cette confusion-là de vendre ces produits-là, que personne connaît vraiment le contenu, bien, on a besoin d'être mieux informé. Donc, avant de vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je veux rappeler que Les Voies métaboliques, c'est une initiative de la Société québécoise de lipidologie, de nutrition et de métabolisme, et j'aimerais remercier notre partenaire de diffusion, la Fondation IUCPQ. Bonne écoute! Bon, mais bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de la chaîne Les Voies métaboliques en mode peptide aujourd'hui. Annie, bonjour. Allô, Benoît, ça va bien? Ça va très bien, merci. Donc, on a 2 invités avec nous aujourd'hui, 2 chimistes. Normand Voyer, professeur à l'Université Laval, bonjour. Bonjour, Benoît. Sarah Bélanger, chimiste et vulgarisatrice scientifique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui pour parler des peptides. Ben, merci de l'invitation. Merci full. Ben, écoute, j'aimerais ça parler un petit peu avec toi, Normand, puis j'aimerais ça qu'on puisse commencer par vous présenter un peu. Normand, il y a plusieurs personnes qui te connaissent parce que tu es vulgarisateur scientifique depuis vraiment longtemps. En fait, je dirais même que tu étais vulgarisateur scientifique avant que ça devienne cool de le... J'ai eu peur, je pensais que tu allais dire avant que je sois né. Je suis sûr que c'était pas le cas. Un pionnier, oui. Exactement. C'est le bon mot, Sarah, merci. Donc, tu es professeur au département de chimie de l'Université Laval, spécialiste en chimie bio-organique. Puis je vais quand même le dire, tu as quand même reçu de belles décorations récemment, notamment un doctorat honorifique de l'Université d'Ottawa il y a quelques semaines à peine. Tu as aussi reçu cette année la médaille du couronnement Charles III. Donc, félicitations. Malheureusement, c'est pas le roi Charles III qui me l'a remise, là, mais quand même, j'étais honoré. Malgré tout. Mais c'est totalement mérité parce que je vais le dire, tu as vraiment inspiré une tonne d'étudiants puis en tout cas, de profs là, comme moi à s'investir un peu plus en vulgarisation scientifique. Puis tu sais, je pense qu'on a 3 devant toi aujourd'hui avec Annie, Sarah et moi-même. Ça m'honore d'entendre ça parce que faire de la vulgarisation scientifique, c'est pas instantané, on trouve pas ça, il faut s'engager dans l'espace public. Puis là, par la suite, ça fait partie un peu des responsabilités des scientifiques là, de parler de science puis d'expliquer. Que vous me fassiez ce commentaire-là, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Je suis vraiment content. Mais pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer, là, au-delà de dire que c'est important, c'est le rôle des scientifiques, puis je veux dire, tu prêches à un convaincu présentement. Oui. Mais pourquoi c'est important pour toi? Ben, c'est important parce qu'on a besoin pour développer, notre société, elle est hautement technologique, on fait face à des défis absolument incroyables. OK? Au niveau 2 milliards d'humains n'ont pas accès à l'eau potable. La planète suffoque. Il y a des trilliards de tonnes de plastique qui s'empilent. Et ça disparaîtra pas comme ça. J'aurais pu rajouter pour Annie qu'il y a des milliards d'humains qui ont faim. Milliards d'humains qui ont faim. Et puis tout ça, c'est des défis de société qu'on a besoin de relever. Puis comment on va le faire? Ben en faisant la promotion, puis en forçant des jeunes, des talentueux, talentueuses qui ont envie de s'engager à résoudre ces problèmes-là. Puis comment on va favoriser ces jeunes-là? Ben, c'est en leur disant que faire de la science, ça résout des problèmes concrets, puis c'est aussi passionnant.
Et ça, on a oublié ça dans les cours au secondaire. Vous souvenez-vous de vos cours de sciences au secondaire? Quand même. Oui et non. C'était pas ça qui était plus passionnant. Hein? Non. Moi, je les revis via mes enfants présentement. Là. Oui, mais je trouve ça vraiment intéressant. Là. C'est Donc, passionnant. si on peut promouvoir la science auprès des jeunes, des ados comme ça, et de les engager dans une voie pour faire une carrière scientifique, ben, c'est peut-être eux autres qui vont s'occuper de nous autres. C'est peut-être eux autres qui vont résoudre des grands problèmes de société. Et ça, c'est au bénéfice de l'humanité. Je pense que ça, c'est important. En plus de faire ta recherche, avancer des connaissances, former, attirer les jeunes scientifiques les plus brillants, les plus brillantes à faire ça. C'est un peu pour ça mon engagement. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, tu as la capacité de te prononcer puis de vulgariser des connaissances sur des sujets qui sont vraiment larges. Là. Je pense que tu viens d'en faire la démonstration. Mais puis moi, c'est un peu comme ça aussi là, que je me sens, tu sais, comme prof. Moi, quand je suis dans mon laboratoire, ben, tu sais, on s'intéresse à des éléments qui sont très, très, très précis. On va s'intéresser à un sentier moléculaire, à la production, dans ton cas, de peptides, qui est le sujet d'aujourd'hui. Je disais toujours à ma mère, un peu comme tu dois faire, moi, je suis parmi les 3 scientifiques mondiaux dans ce domaine-là. Mais on est 6 à travailler là-dessus. Là. C'est à peu près ça. Là. Dans le fond, c'est un peu vrai, on travaille sur des choses extrêmement pointues, mais ce que tu fais, c'est important. Et aussi, tu fais aussi toi-même ton engagement dans l'espace médiatique, l'espace public. Oui, c'est ça. Tout en combinant ça à de la recherche oui, aussi. sûr. Mais là, moi, je veux qu'on parle de ta recherche aujourd'hui, parce qu'on va parler des peptides, mais peux-tu nous en parler un petit peu, tu sais, comment toi, comme chimiste, puis comme chercheur, t'en es arrivé à travailler sur les peptides puis à monter ton laboratoire alentour de ça? C'est quand même une drôle d'histoire, ça. Okay. Je vais vous le raconter là, rapidement. J'étais un chimiste de synthèse. On fait pas de peptides. Je m'en vais en stage postdoctoral à UCLA. Puis là, mon boss, on fait des enzymes synthétiques. Wow, c'est intéressant, ça. Ça fait que là, déjà, on se disait, wow... Non, on travaille dans le labo, là, puis c'est vraiment dur à essayer de mimer une enzyme, puis les gens qui font ça dans mon domaine de recherche, là, ils ont réussi à atteindre le 1 millionième de l'activité enzymatique d'une enzyme, puis on était vraiment fiers. On a dit, wow, les enzymes, c'est des molécules extraordinaires. Les enzymes, ce sont des protéines qui catalysent toutes les réactions dans notre corps. Là. En ce moment, là, on fait des millions de transformations enzymatiques. Wow, c'est cool, ça. Par la suite, je m'en vais travailler chez Dupont, où je travaillais en biophysique moléculaire. Et là, on développait des peptides, des molécules peptidiques pour faire passer les ions à travers les membranes. Puis notre grand dossier, c'était la fibrose kystique. Puis là, je me disais, wow, il y a un acide aminé qui est pas correct, c'est une protéine, puis les gens, ils ont une espérance de vie de moins de 40 ans. Ouais. Là, je me suis dit, qu'est-ce que les protéines ont de si extraordinaire? Ce sont des molécules incroyables. Saviez-vous que pour une protéine de 100 acides aminés, avec les 20 acides aminés qu'on a, si on fait toutes les combinaisons possibles, ça fait plus que le nombre de particules dans l'univers. Ouais. Wow. Ça, c'est sans compter toutes les possibilités de repliement puis de structure. Oui, non, on n'en mettra pas plus, là. Mais l'objectif, c'est de dire ce sont des molécules incroyablement complexes qui, dans le fond, on connaît juste une centaine de ces structures-là de protéines. Des protéines qui digèrent ta pizza, des protéines qui te permettent de capter le CO2 puis de l'envoyer. C'est vraiment incroyable quand on fait ça. Puis si on comprend les protéines, ça va nous aider à contrer des grands fléaux. Je ne suis pas en alimentation, là, mais au niveau médical, par exemple, la fibrose kystique, c'est une protéine qui fonctionne mal. Et puis peut-être qu'on peut, si on comprend une protéine, faire ça. C'est pour ça, ça m'a... Un jour, je me suis dit, hey, je vais faire des peptides, je vais faire des molécules là, qui peuvent avoir des effets biologiques incroyables. Puis que le monde peut s'injecter. Ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. C'était pas ça le but, mais c'est ça pas ça le but. Je le savais pas. On va y arriver. Puis toi, Sarah, tu es chimiste en cosméceutique. Mon Dieu, je l'ai magané, désolée. Tu es le membre de l'Ordre des chimistes. Tu as une maîtrise aussi en sciences pharmaceutiques. On te connaît comme une communicatrice scientifique. Je pense qu'on peut dire facilement que tu es devenue virale dans la dernière année, hein? Miss Derm. D'où vient ce nom-là?
Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de m'appeler Miss Derme. Surtout pourquoi est-ce que j'ai choisi le derme parmi les 3 étages de la peau. Parce que là, souvent, le monde massacre un peu mon nom. Ils écrivent derme, pas de E. Mais c'est derme avec un E, comme le derme de la peau. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, on va en reparler là, du derme parce que c'est très cool comme couche de la peau. Il y a le collagène, l'élastine. C'est un peu ça qui donne toute la structure à la peau. Mais l'autre alternative de nom que j'avais, sinon, vu que le pharmacien est comme un grand modèle pour moi de communicateur scientifique, qui vulgarise dans l'espace public, puis que j'ai été cosméticienne pendant très longtemps durant mes études, puis c'est un peu de là que sont venues toutes mes observations sur la désinformation dans les cosmétiques. Je m'étais dit, je pourrais peut-être m'appeler la cosméticienne. Mais à ce moment-là, moi, j'ai pensé à Miss 3-hydroxy-5-tétamine, mais c'est moins cool quand même. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, c'est Miss Mais Derme. on aime Miss Derme, donc très bon choix de Ça nom. pogne dans la tête quand même. Oui, le quand monde, même. Ils savent plus trop que je m'appelle Sarah, dans le fond. Fait que... Ça va être un des challenges, moi, aujourd'hui, de t'appeler Sarah. Miss Derme. Puis d'ailleurs, tu as gagné 2 prix au Gala Influence Création. Bravo pour ça. Merci, c'est vraiment gentil. une belle réalisation en peu de temps. Puis, tu sais, on adore ton modèle de communication. Merci. Fait que bravo. Quels sont les mythes que tu déboulonnes le plus souvent présentement ou dans la dernière année? Ouais, ben là, c'est sûr que là, en ce moment, au moment où on filme, on est dans la saison de la crème solaire. Fait que c'est parmi mes sujets préférés au monde entier. Puis il y a 1001 mythes sur les crèmes solaires, autant au niveau de leur supposée toxicité, que c'est ça qui causerait le cancer plutôt que le soleil. Puis c'est quand même fou de penser que nos connaissances sont les plus avancées aujourd'hui que jamais sur les effets nocifs du soleil sur notre santé, mais qu'il y a tout ce mouvement-là qui va se mettre un peu au contraire puis qui va remettre en question la science finalement. Mais sinon, tout ce qui a rapport à la chimiophobie qu'il y a dans notre société, les produits chimiques, la longueur des listes d'ingrédients. Fait que c'est très large, en fait, les cosmétiques. C'est pas juste du maquillage puis même des crèmes hydratantes. Hein, ça va jusqu'au dentifrice, le déodorant. Fait que ça aussi, là, d'ailleurs, les sels d'aluminium dans les antisudorifiques, ça revient souvent. Fait que je manquerai littéralement jamais de sujet à adresser. Il y a toujours des nouveaux mythes qui sortent aussi. Oh, génial. Ouais. Puis, tu as fait une maîtrise. Dans cette maîtrise-là, est-ce que ça a changé un peu ta façon de communiquer ou de voir la communication scientifique? En fait, c'est que durant ma maîtrise, je dirais que Sur ça... quel sujet en passant? Excuse-moi, Ouais, j'aimerais ça en savoir. fait, je suis vraiment contente d'avoir fait ma maîtrise sur un sujet vraiment différent de la chimie, finalement, parce que ça m'a apporté un bagage très complémentaire. Durant ma maîtrise, j'ai fait pousser de la peau en laboratoire, dans le fond. Ah, ouais. Fait que j'ai travaillé avec des petites cellules de peau, des kératinocytes pour faire pousser de l'épiderme, des fibroblastes pour faire pousser du derme, puis j'ai étudié le psoriasis, une maladie de la peau. Fait que ça m'a vraiment apporté une très bonne... Tu sais, ça m'a fait explorer la littérature scientifique, finalement, puis avoir une meilleure compréhension des processus biologiques qui se passent au niveau de la peau, puis comment les ingrédients, comment les molécules, finalement, interagissent avec la peau. Fait que ça a été très complémentaire. Mais au niveau de la communication scientifique, ça a commencé plus au bac, je dirais. Okay. Puis, tu sais, pour moi, Normand, c'est sûr que comme ça a été un chimiste fort. Pour moi, tu sais, en fait, j'en ai eu quelques-uns, tu sais, des modèles comme ça. Il y en avait aussi une chimiste australienne qui fait de la communication scientifique au niveau des cosmétiques, mais je dirais qu'elle et Normand, c'est vraiment comme les deux chimistes qui m'ont montré que c'est possible d'un peu réinventer la roue en tant que chimiste puis de faire de la communication, parce qu'au final, la chimie est partout dans notre quotidien, tu sais. Mais on s'en rend juste pas compte. Mais c'est fascinant à quel point. Puis une fois qu'on commence à l'expliquer, ben le monde comprenne que ça explique plein de phénomènes qui ont lieu dans notre quotidien. Tu sais, c'est pas juste compliqué, là, la chimie, au final. Parce qu'on se parlait avant l'enregistrement, tu as fait des stages avec Normand. Exact. Oui. Il est comment, Normand, en stage? Ah, ben Normand, fantastique. Bon, ben je vais aller C'est prendre sûr que là, non, mais j'ai vraiment que des bons mots à dire par rapport à mes stages chez Normand. Puis justement, là, on était vraiment ailleurs. Dans le fond, moi, j'ai surtout travaillé sur les lichens quand j'étais dans le labo à Normand. Fait que dès mon premier stage, je me suis installée dans la hutte avec de l'azote liquide, des lichens cueillis dans le nord du Québec, puis j'ai commencé à broyer ça. D'ailleurs, je me souviens, Normand, il avait pris une photo de moi, fait que j'ai une petite photo de quand j'étais en stage. Ouais, c'est trop cute. Vraiment bébé chimiste, là. Puis dans le fond, ben, on s'intéressait aux molécules que les lichens produisent, aussi en fonction de où est-ce qu'on les cueille, dans un gradient de nordicité un peu. Donc, si on va plus vers le nord, est-ce qu'ils produisent des molécules différentes pour peut-être se protéger des conditions météorologiques qui sont différentes. Aviez-vous déjà parlé à ce moment-là de communication scientifique? En fait, oui, mais un peu indirectement. Non, c'était pas comme tu devrais devenir Miss Derme. Non, vraiment pas. Non, mais on avait des brainstorms un peu, tu sais, j'y partageais comme... Je me souviens que
sûrement que j'étais encore au bac à ce moment-là, mais tu sais, je sais qu'on parlait de j'aimerais ça m'insérer auprès des cosméticiennes, tu sais, pour les former. On avait pensé à peut-être genre faire des trucs ensemble pour faire le pont justement un peu entre la science des cosmétiques puis les personnes qui travaillent sur le terrain finalement avec les consommateurs, parce que c'est là que c'est le pont que je cherche à construire, tu sais, avec Miss Dame, puis qui manque quand même beaucoup là, cette communication-là entre la science et Monsieur, Madame, tout le monde. Fait que si on revient aux peptides, des peptides, si on fait mettons, on bâtit la fondation, c'est quoi un peptide? Ben, en fait, pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, là, c'est comme une mini-protéine. Ben, tout le monde sait c'est quoi des protéines, là, mais je veux dire, les peptides, là, c'est des petites protéines. Mais en fait, plus petit que ça, au niveau moléculaire, en fait, les peptides et les protéines, c'est constitué d'acides aminés. Les acides aminés, c'est comme les blocs de construction des peptides. C'est comme les Legos des peptides. Okay? Et chaque peptide va être constitué de plusieurs blocs Lego ou de plusieurs acides aminés. Et puis quand on a deux acides aminés, ben on dit c'est un dipeptide. Quand on en a 4, c'est un... Wow! un tétrapeptide. Quand on en a 34, c'est un... J'en ai aucune idée. Bref, là, en fait, c'est comme ça. Piège, normalement, ça non, en fait, l'idée, c'est que plus on met des acides aminés ensemble, plus ça allonge la chaîne d'acides aminés qu'on appelle une chaîne peptidique. Et là, ils peuvent être construits de deux façons. Les peptides, c'est intéressant parce qu'ils sont construits par addition d'un bloc sur l'autre, mais ils sont aussi construits par la dégradation de protéines. Alors, bon, là, je ne veux pas faire une Annie Fernande moi-même, là, mais je vais le dire. Quand on mange une grosse pizza, ben ça finit qu'il y a des protéines dans notre estomac qui sont dégradées en petits bouts de protéines qui finissent par être des peptides. Et ces peptides-là, ben on sait que c'est des excellents nutriments, mais ça peut aussi avoir des activités biologiques. Et chaque être vivant sur la planète, que ce soit le minuscule virus jusqu'à Benoît Arsenault, on fabrique des peptides. On fabrique des protéines. C'est comme ubiquitaire là, dans notre monde du vivant. On fait tous des peptides puis des protéines. Et c'est ça qui permet, les peptides ont des activités biologiques, les protéines ont des autres fonctions biologiques, comme ça. Mais en fait, c'est eux qui fonctionnent. L'ADN, on entend souvent parler d'ADN dans la molécule de la vie. Ben non, je m'excuse, là. L'ADN, c'est comme... cool, mais c'est pas la seule. C'est comme un gros disque dur, là. Ouais. C'est comme un gros disque dur. Si t'as pas ton ordinateur, ça donne rien, OK? Puis les protéines, c'est comme la machinerie moléculaire qui s'occupe de faire que, en ce moment, on est dans un podcast, puis on écoute Miss DM, Annie ou Benoît parler comme ça. Donc, les protéines sont au cœur de la vie. Au cœur de la vie, puis de la problématique de vie aussi. Tout ce qui est maladie est relié à des peptides, des protéines. Puis là, on a plein de peptides. Là, on va parler de peptides. Il y en a dans les aliments. On en a en médecine. On entend parler dans la zone grise de peptides que des gens se commandent sur Internet pour s'injecter. On a des peptides dans des bartendes. On a des peptides dans poudre. Des probiotiques. On en a partout. Est-ce que c'est toujours la même molécule? Est-ce qu'on parle toujours... Qu'est-ce qui est différent dans tout ça? Aucun. Ce sont des peptides. Des peptides, ce sont des substances chimiques qui peuvent être naturelles, synthétiques, mais ils proviennent toutes de la même chose, d'acides aminés qui sont attachés ensemble comme ça. Donc, on change de forme, tout simplement. Mais après, c'est vraiment, c'est ça, c'est un univers. Là. On pourrait avoir une grande bibliothèque infinie de toutes les combinaisons possibles d'acides aminés, finalement. C'est à l'infini. Fait que c'est jamais la même molécule. C'est peut-être celle-là qui a été la plus popularisée, c'est l'insuline. L'insuline, ça a été une découverte scientifique absolument incroyable parce qu'avant l'insuline, ben, on ne savait pas. Maintenant, on peut même produire de l'insuline humaine. Là. Et l'insuline, ben, c'est une protéine qui est composée d'acides aminés. Puis son rôle, ben, c'est de réguler des processus métaboliques. Je sais pas pourquoi je parle de ça, c'est votre job. Mais c'est intéressant si on surfe là-dessus, parce que là, on a des peptides comme médicaments. Mais qu'est-ce qui différencie un peu le fait de ce peptide-là en médicament versus un médicament chimique qu'on peut avoir? Ben, ça dépend. C'est une question complexe. Mais en fait, ça fait longtemps qu'au niveau thérapeutique, on utilise des peptides. Les peptides thérapeutiques, il y en a qui viennent
qu'on les extrait, qu'on les obtient de protéines, mais en général, ils sont synthétisés dans une usine à partir des blocs de construction. On prend un acide aminé, on le met ensemble comme ça, et là, on va construire un peptide. Et là, c'est à partir de ce peptide-là qu'on va s'en servir comme médicament, puis qui va être utilisé dans plein de fonctions. Mais il y a quelques problèmes au niveau thérapeutique avec les peptides, c'est qu'on ne peut pas les prendre beaucoup par la bouche. C'est très rare qu'on peut faire ça. Pourquoi? Parce que notre système digestif, encore une fois, je fais un Annie Fernand a évolué pour dégrader ces peptides-là, et donc, c'est pas possible de faire ça. Donc, souvent, c'est par injection qu'on va les prendre. Mais il y a, tu as parlé d'insuline tantôt, puis à juste titre aussi, parce que c'est souvent comme l'exemple qu'on donne quand on parle de peptides, mais l'insuline, en fait, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui va réguler nos taux de glycémie, nos taux de glucose dans le sang, qui va déterminer comment l'énergie va être répartie dans notre corps, dans quel organe, etc., comment on utilise nos substrats énergétiques, mais l'insuline, c'est une hormone parmi plusieurs centaines aussi. Puis l'insuline, je me trompe pas, mais c'est un peptide aussi. Hein? La définition peptide, protéine, on ne le sait plus trop. La frontière à partir de combien de... je te dirais qu'en bas de 40 acides aminés, on parle de peptides. Après ça, on commence à parler de mini-protéines. Là, mais il n'y a pas vraiment de démarcation en ça, parce qu'il y en a qui disent des peptides jusqu'à 100 acides aminés, dépendamment. Souvent, c'est par la forme reployée qui va avoir une définition. Lorsqu'on a un peptide, il est souvent plus flexible, puis il n'est pas reployé, puis il va avoir différentes actions. Mais tu sais, ça va de la maladie d'Alzheimer jusqu'à des problèmes gastriques. Tu sais, il y a toutes sortes de processus métaboliques associés aux peptides, que ce soit la croissance des muscles, que ce soit l'élastine pour une peau élastique. Et là, Miss Dem va nous en glisser quelques mots là, de ça. Là. J'ai une autre question aussi, parce que, tu sais, on parle beaucoup, des peptides que le monde s'injecte là, dans la sphère du biohacking. Là. Ouais. Donc, tu sais, pour les gens qui sont pas familiers avec le concept, là, le biohacking, c'est justement des gens qui vont utiliser, disons, des voies non traditionnelles pour essayer d'optimiser certaines fonctions physiologiques, là, j'imagine, là, mais... C'est plutôt musculaire, là. Souvent, c'est ça. C'est soit pour gagner du muscle ou perdre du gras, là. Fait que, c'est à peu près ça, là. Puis d'ailleurs, parlant de perte de gras, il y a un autre peptide qu'on entend de plus en plus parler dans les médias depuis un bon 4-5 ans aussi, c'est le sémaglutide, donc les agonistes du récepteur GLP-1. Ça aussi, on peut dire que c'est un peptide, normal? Absolument. Ceux-là, c'est des peptides qui sont faits en laboratoire. Là, c'est des peptides qui sont synthétisés. Il n'y a pas personne qui est allé puis a trouvé une plante dans la nature ou un champignon puis a extrait du sémaglutide. Non, c'est pas vrai. Là. C'est fait en laboratoire. Les compagnies pharmaceutiques, pendant des années, ont boudé les peptides parce que les peptides, c'est quasiment jamais oralement actif. Ils ont boudé ça et ça a pris une petite compagnie, dans le jargon pharmaceutique, c'est une petite compagnie, qui a pris un peptide puis l'a modifié avec des acides gras un peu puis qui en a fait quelque chose qui pouvait avoir un meilleur profil thérapeutique. Et puis là, tout à coup, les gens se sont aperçus de voir que, ça peut marcher quand on fait ça avec des petites injections puis etc. C'est vrai, c'est une grande révolution, mais on la connaissait déjà. La grande révolution, c'est de l'avoir rendue pharmacologiquement active d'une façon facile que les gens peuvent l'utiliser. C'est pharmacologiquement plus stable aussi, parce que l'hormone pour lesquelles ça mime les effets, c'est l'hormone GLP-1, mais son temps de demi-vie, c'est 1 à 2 minutes. Là. Donc, après la prise d'un repas, on sécrète du GLP-1, mais puis après ça, il disparaît, donc on perd les effets physiologiques. Mais avec le sémaglutide que les compagnies fabriquent, c'est des injections 1 fois par semaine. Donc, la durée d'action est beaucoup plus longue. Là. En fait, ils ont trouvé un moyen pour mettre un petit peu de gras dessus. Puis là, ça va s'attacher à une protéine. Oui, encore une protéine qui s'appelle l'albumine. Et puis là, ça permet de circuler dans le sang longtemps, puis tranquillement, ça relâche comme ça. C'est pour ça qu'on dit que maintenant, il y a des protéines intraoculaires, des protéines intraveineuses, même que ce peptide-là est maintenant formulé pour être pris oralement. Oui, effectivement, parce qu'ils ont développé une espèce de technologie qui fait en sorte que le peptide peut échapper au mécanisme
d'acidification. Là, notre estomac, il y a un pH de 1 ou 2, là, si je me souviens bien. Là. Puis les peptides ou les protéines sont dégradées en 1 nanoseconde. C'est ça. Puis, mais faut quand même avoir des prises beaucoup plus élevées de semaglutide en termes de milligrammes. Bien sûr, parce qu'on considère qu'il y a une partie qui va être perdue dans le fin fond du mécanisme de dégradation qu'on utilise. Mais quand même, ça démontre qu'on a réussi à trouver des façons de préparer ça, de formuler ça dans le jargon pour que ça puisse avoir un intérêt thérapeutique, ce qu'on n'avait pas avant. Je continue sur le semaglutide, justement, mais l'application peut vraiment être sur n'importe quel peptide. Dans le fond, on la connaît, la séquence d'acides aminés que ça prend. C'est disponible publiquement, même pas besoin de chercher dans les brevets. Là. C'est une recherche là, sur Google, là, vous allez le trouver en un clic. Comment on fait pour partir de la séquence d'acides aminés qui est facilement accessible à synthétiser un peptide en usine? C'est une excellente question. On ne se pose jamais la question, mais des fois, il faut faire des petits trucs de chimistes aussi pour les rendre. Par exemple, on sait tous que l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, ça vous dit quelque chose? En fait, c'est l'acide salicylique qui est actif. Alors donc, on va tricher en mettant un groupement et en faisant de l'aspirine ce qu'on appelle une prodrogue, un pro-médicament qui, dans le moment, va se dégrader tranquillement dans la molécule active. Souvent, on va faire ça avec les peptides pour que ça soit plus actif. On va modifier quelques petits paramètres comme ça et ça aide ça. Mais en gros, on achète les matières premières, les acides aminés. Et là, dans des grands réacteurs, sous des conditions bien contrôlées, on va faire la synthèse chimique de ça. On va additionner un acide aminé sur l'autre, jusqu'à temps qu'on ait la bonne séquence d'acide aminé, qui est le peptide GLP-1 ou un analogue, un inhibiteur, peu importe, parce que souvent, on pense à ça, ça mime l'action, mais il y a souvent des inhibiteurs, des choses qui vont bloquer des mécanismes qui vont être utilisés. Tous ces peptides-là sont montés en usine, de synthèse chimique, qui est extrêmement rigoureux, très bien développé. Et ça va se faire sur des kilogrammes, des centaines de kilogrammes, des fois sur des tonnes de matières premières. Et donc, on achète des acides aminés, on les couple ensemble par des réactions chimiques, après ça, on purifie, on amène ça, on fait ci, ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin à avoir la bonne molécule. Parce il y a d'autres façons. Là, il y a des façons biologiques aussi, par le faire par des bactéries. Par des bactéries, parce qu'on appelle le génie génétique. Ça, c'est la production biologique en utilisant une bactérie qui va nous sécréter ça. Pour le cas des peptides qu'on a, c'est des peptides trop courts, c'est fait par synthèse chimique, c'est plus efficace. Puis d'autres protéines, comme par exemple des anticorps ou des hormones. C'est tout fait par la biologie. Il n'y a aucun chimiste qui s'amuserait à coupler 10 000 acides aminés ensemble. Ben non, parce que, tu sais, même mon amie Catherine, justement, qui était avec moi quand on faisait des stages ensemble chez Normand, puis qui a d'ailleurs fait son doctorat aussi d'autres synthèses peptidiques, même juste faire des peptides de, je sais pas, moi, mettons, 10 acides aminés, c'était pas... Bon, 10, ça va. 30, jusqu'à 30. 35, ça va faire. Maintenant, on a des très, très bonnes méthodes. Ben, en fait, ça dépend. Là, mais ça dépend de la c'est séquence, quand même un acide aminé à la fois. Mais pour faire des protéines, c'est fait par génie génétique. On va prendre le gène qui code de la protéine, on le met dans une petite bactérie, puis on lui donne tout ce qu'elle a besoin pour ça, puis on dit... Fais-nous des protéines. C'est comme ça qu'elle fait. Bactéries, on les exploiter vraiment. Elle a fait pas une scène là après. Non, c'est des trilliards de bactéries que ça prend dans des immenses réacteurs. C'est ça. On a aussi besoin de la machinerie cellulaire de la bactérie pour que la protéine, là, dans ce cas-ci, pour certaines hormones, c'est des protéines qui doivent être repliées de façon parfaite, en fait. Là. Sinon, ils n'ont pas l'action biologique nécessaire. Là-dedans, on pourrait aller là, parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes. C'est comme comment une cellule bactérienne peut emmagasiner 3 grammes de protéines, ça ne marche pas. Fait qu'il faut qu'il sécrète ça pour qu'il l'enlève. Puis il y a plein de techniques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, tout ce qui est protéines, anticorps, n'importe quoi, là, thérapeutique, c'est fait par des bactéries. Là. C'est pas des chimistes qui vont travailler dans un labo, c'est trop compliqué. La nature est
probablement la meilleure chimiste sur Terre, là, dans le sens qu'il y a des synthèses, comme tu dis, qu'on n'est même pas capable de répliquer en laboratoire, là, ou même de comprendre tous les détails. Là. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Les petites bactéries, là, les microscopiques organismes qu'on a font des molécules extraordinaires. La plupart des poisons les plus mortels sur la planète, ça peut être plus mortel, un poison? En tout cas, c'est mortel. Full mortel. Ce sont des micro-organismes qui font ça. Tu sais, toujours, quand quelqu'un me dit c'est naturel, donc c'est pas dangereux. C'est la toxine botulique que je trouve qui illustre bien aussi que c'est pas l'origine d'une molécule qui va déterminer si c'est dangereux ou sécuritaire, mais vraiment la façon qu'on va y être exposé. Là, on peut s'injecter de façon sécuritaire du botox, la toxine botulique, mais on peut aussi développer le botulisme qui engendre une paralysie si on en ingère trop. Non, mais ça, c'est vrai. C'est pas parce que c'est naturel que ça peut pas être dangereux. Non, la strychnine, c'est vraiment bon. Hein? C'est bon si tu veux te débarrasser de quelque chose, là, mais tu vois, les plus grands poisons, on les retrouve dans la nature. Puis il faut faire ça. Fait que quand vous voyez qu'il y a de la mousse sur votre yogourt, c'est pas le temps de manger. Non, ça fait longtemps qu'il est là. Hein? Vous aurez appris ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ah non, mais j'ai un autre fun fact, par contre, que moi, Normand m'avait appris. Après, on passera à vos autres questions. On est gossant. Mais les moustiques, quand ils vont nous piquer, la raison pour laquelle ça nous gratte après, puis Normand, tu me corriges si je dis n'importe quoi, là, mais ils vont nous injecter, les petits coquins, un peptide cyclique, parce que les peptides peuvent aussi former un... En fait, c'est un cocktail de peptides. OK, parfait. Continue donc. Ben, en tout cas, ça va faire en sorte que c'est un peu comme un genre d'anticoagulant. C'est des fait que ça va leur permettre d'aspirer notre sang. C'est quand même fou, là. C'est pour ça que ça nous pique après. Ben, si les gens veulent se comprendre, là, juste posez-vous une question. Pourquoi on ne sent pas le dard d'un maringouin quand il nous pique? C'est parce qu'il est 1/10 de diamètre que la plus petite seringue qu'on a. Fait que quand il nous pique, on s'en sent pas. Puis s'il ne met pas ce cocktail-là de molécules anticoagulantes qui sont des peptides, ben ça bloquerait dans ce microscopique. Alors là, ça coagule pas. Et là, la femelle du maringouin peut aller chercher toute l'hémoglobine qu'elle a besoin, le fer qu'elle a besoin. Et puis après, ça en va. Mais quand elle nous a laissé ça, qu'est-ce qui arrive avec ces peptides-là? Ils vont se faire dégrader, j'imagine? Non. Non, ils vont éliciter notre système immunitaire. Et là, ça va recruter du sorte de choses. Ça va nous piquer, ça va sécréter de l'histamine. Puis là, ça nous pique. Puis là, ça vient gros comme ça. C'est pour ça qu'on prend des antihistaminiques pour éviter que le système immunitaire, ben, ça nous pique. Puis que Voilà, c'était le fun fact. Mais c'est des peptides, hein, c'est des peptides. C'est vraiment... Il y a d'ailleurs des projets de recherche qui visent à comprendre, à utiliser ces peptides-là pour développer des anticoagulants, parce qu'on sait que c'est pas tellement bon quand on sent coagule dans ton corps. Alors, donc, il y a des travaux qui font ça. Donc, on s'inspire toujours de la nature, puis la nature elle nous fournit des exemples de molécules peptidiques super importantes, que ce soit pour le GLP-1, mais que ce soit pour les muscles, que ce soit pour avoir une belle peau, que ce soit pour développer des plus gros muscles. C'est pour ça que les compagnies sont très intéressées à développer des peptides qui vont avoir des activités biologiques, et c'est pour ça qu'on en voit partout sur le web. Ben, justement, on parlait un peu des processus de fabrication. Là. On voit vraiment de tout. Là, les compagnies pharmaceutiques qui travaillent avec des bioréacteurs dans des conditions hyper réglementé avec des inspections fréquentes puis un des départements au complet de contrôle de qualité, jusqu'aux personnes qui brassent des peptides dans leur bain à Saint-Georges-de-Beauce, puis qui vendent ça sur le marché noir. Là. Mais ils l'ont nettoyé avant. On le sait même pas. On le présume, mais on le sait même pas parce que présentement sur le marché, c'est vraiment le free for all. Comment on s'assure, en fait, évidemment, on recommande pas à personne de s'injecter des peptides dont on connaît pas la provenance, puis dans la plupart des cas, quand c'est pas industriels. Surtout s'ils ne sont pas approuvés par les organismes réglementaires pour une utilisation thérapeutique bien documentée, là, comme ça, là.
je ferais jamais ça. Là. Ben, jamais. c'est Je ça. comprends pas quelqu'un peut faire ça. Parce que même si tu as toute la recette du peptide, tu as les composés, tu as les acides aminés, puis tu as même le protocole pour les synthétiser, ben tu as besoin de faire certains ajouts aussi pour garder la structure des peptides, pour garder la conformation chimique des peptides aussi. Mais surtout pour éviter d'avoir des contaminants. Ça, les gens ne réalisent pas à quel point c'est complexe de faire cette synthèse-là. Ils voient sur le web que je peux l'acheter, donc c'est facile à faire. C'est faux. C'est faux. Les peptides thérapeutiques qui sont vendus doivent être fabriqués dans des usines par des professionnels avec des cahiers de charges dans des procédures reconnues par les organismes réglementaires. On appelle ça les Good Manufacturing Practices, les procédés. Les bonnes pratiques de laboratoire. De fabrication, en fait, comme ça. Ça prend des usines qui sont conformes, qui sont inspectées par Santé Canada, qui sont stériles et qui ont une pression positive pour éviter qu'il y ait des bactéries, qu'il y ait des micro-organismes qui viennent contaminer. Tout ça, ça coûte extraordinairement cher. Ça prend des chimistes, des biochimistes professionnels extrêmement bien formés, avec des instruments qui coûtent des tonnes d'argent pour s'assurer justement qu'il n'y a plus de plomb, il n'y a plus de mercure, puis qu'il n'y a pas de contaminant qui peut éliciter une réaction immunitaire rapide, etc. Et ça, c'est pour ça que quand je vois quelque chose qui arrive, moi, puis quelqu'un prend ça, il achète ça sur le web, il met ça en solution, puis il s'injecte ça, là, je me dis, ben ça, c'est l'autopsie d'un désastre. Là. Ben, c'est sûr que oui. Là. Puis il y a des gens, honnêtement, crois-le ou non, là, mais moi, j'en ai vu des personnes sur les réseaux sociaux qui l'ont documenté, ça, qui ont dit « Hey, je me suis injecté une mauvaise batch de peptides, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit avec des sueurs froides. » Probablement que c'était... Ben, par ça exemple, contenait des endotoxines. Le GLP-1, là, tout le monde en parle là, pour ne pas nommer ce peptide-là. Là. Il est à 99,9%. Il vient avec une fiche signalétique dans laquelle ils ont déterminé la concentration de tous les métaux lourds, ils ont déterminé la concentration des impuretés et ils ont fait des tests pour s'assurer qu'il n'y a aucun micro-organisme. Et puis par la suite, il peut avoir l'autorisation des organismes réglementaires pour se retrouver sur le marché. Fait que quand on dit que ça coûte cher, les médicaments, oui, ça coûte cher, mais ça coûte cher à fabriquer aussi. Oui, puis aussi, il faut faire attention parce que, tu sais, des fois, c'est sûr qu'on peut voir des drapeaux rouges quand on en prend, tu sais, mettons, tu vas t'acheter des peptides au gym du coin, puis c'est un bodybuilder qui te le vend. Tu sais, tu le vois juste en regardant la fiole. Des fois, c'est de la poudre aussi qu'il faut que tu solubilises dans l'eau, puis là, ça prendrait de l'eau, tu sais, de l'eau stérile, l'eau ça prend une distillée, seringue stérile, puis ça prend quelqu'un qui sait comment s'injecter. Non, mais ça, c'est une recette vraiment pour te mettre dans le trou. C'est ça. Mais il y a quand même aussi d'autres compagnies qui vont vendre des produits. Ça arrive dans des petites boîtes. Là. C'est comme quand tu t'achètes un nouveau iPhone. Tu as la belle boîte, tu déballes ça, tu fais ton unboxing de peptides. Qu'est-ce qui t'assure de la qualité? Qu'est-ce qui t'assure d'où c'est venu? Vous savez, il y a des laboratoires clandestins, là, il y en a partout sur la planète. Et l'objectif de ces laboratoires clandestins-là, ce n'est pas de te faire grossir tes muscles, ce n'est pas de faire ça, c'est de faire des sous. C'est juste ça. Et puis, tu peux pas savoir. Souvent, c'est même pas eux qui les ont fait. Ils ont acheté d'un tiers parti. Ils l'ont mis dans... Et là, ils font un beau packaging. Et puis là, ils vont vendre ça. On n'a aucune idée de la qualité de ça. Ça n'a jamais été vérifié. On n'est même pas certain, en fait, que c'est la bonne molécule. C'est aussi ça, là, c'est de s'assurer que ce qu'il y a dans une poudre blanche, là, on sait bien qu'une poudre blanche, ça peut être bien des affaires, là, tu sais. Fait que, on sait pas, là, en regardant juste visuellement, puis si c'est pas vendu par, si c'est pas approuvé par les autorités. Il y a des milliers de laboratoires clandestins partout sur la planète qui fabriquent des copies de médicaments. Benoît, tu l'as dit, la recette est connue, là. On le sait, là. La recette est connue. Donc, on sait comment les fabriquer. Est-ce qu'on sait comment les purifier? Est-ce qu'on sait... Ça, c'est des secrets industriels. Comment les purifier et comment l'usine... Est-ce que c'est salubre? Si on voyait peut-être les laboratoires qui font ça, peut-être que personne ne s'injecterait ça. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la recherche aussi là-dessus, mais avant, j'ai peut-être une dernière question, parce qu'on a vu récemment, là, c'est plus le cas présentement, mais il y a eu des pénuries d'Ozempic. Puis il y a des personnes qui ont souffert de ça, des personnes qui sont atteintes du diabète de type 2, qui ont besoin de ces médicaments, qui pouvaient plus s'en procurer. Puis aux États-Unis, ils ont approuvé ce qu'ils appelaient du compound semaglutide. C'est comme une espèce de...
sémaglutide fait en pharmacie, mais que c'était comme légal de le distribuer, ça? En fait, c'est pas fait en pharmacie. Il n'y a personne qui fait ça en pharmacie. C'est fait par des compagnies pharmaceutiques, des tiers, qui ont beaucoup d'expertise, qui peuvent le faire, mais qui n'ont pas le droit normalement de le faire à cause que c'est un brevet. Et quand une molécule, c'est un brevet, il y a des limitations extrêmement importantes qui ne permettent pas aux autres de le faire. Mais il y a des compagnies génériques qui attendent juste la journée où le brevet finisse. Ils ont déjà préparé leur méthode, leur recette, et ils savent comment le faire. Et des fois, ils en ont quelques dizaines de kilos tout prêts à être envoyés sur le marché. Et ils attendent. Et ce sont ces composés-là qui ont été relâchés. Il y avait eu des préautorisations, probablement. Qui avaient été relâchés parce que le brevet avait expiré, genre? Non, parce qu'il y avait une pénurie. Dans cette condition-là. En fait, il n'y avait pas vraiment de pénurie. Il y a eu une pénurie parce que les gens il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté pas pour la bonne raison. Et ce qui a fait que les gens de diabète de type 2 ne pouvaient pas s'approvisionner. Oui, mais là, c'est vraiment une demande là, qui a vraiment explosé. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Mais c'est ça. Non, mais c'était pas des composés faits dans un laboratoire clandestin, là, dans un pays clandestin, dans un univers clandestin. Là. Quand on parle de peptides, c'est vraiment un spectre. Là. Exactement. Tu peux avoir ces compagnies-là qui sont formées pour le faire. Il y a des compagnies de génériques qui ont des chimistes absolument extraordinaires, des équipes de chimistes extraordinaires qui sont approuvées par Santé Canada, par la Food and Drug Administration puis l'Union européenne. Là. Ils sont approuvés, ces compagnies-là, mais ils font des génériques. Ils ne font que des génériques. Alors, donc, ils attendent ils ont une liste de composés qui va devenir off-patent. Alors, donc, ils se préparent, ils les ont toutes, puis... Des fois, ils vont inonder le marché un mois ou une semaine avant. Puis tu fais une plainte à l'Organisation mondiale du commerce, mais ça va jamais loin. Là, fait que pour les gens qui s'intéressent pour savoir est-ce que le peptide que j'ai de besoin ou que je souhaite m'injecter, au moins de s'assurer qui est approuvé par les autorités réglementaires, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Là, il y a toute la question de l'indication, puis tout qu'on n'embarquera pas là-dedans pour le moment. Ça, c'est encore un autre, débat. C'est un débat, mais c'est un débat super important. Là. Ben oui. Sarah, dans l'univers des cosmétiques, on en parle beaucoup des peptides. Moi, je me suis amusée à aller sur le site web de Sephora, taper peptides. J'ai eu 520 suggestions de crèmes et de sérums. Ça, c'est Sephora. C'est Sephora. Pas sur le web. Non, je suis allée vraiment restreindre. C'est juste Sephora. C'est ça, comme les suppléments, je suis allée juste dans l'allée du Costco voir. C'est tout. Là. Mais déjà là, je trouve que j'ai beaucoup trop de choix. Là. Oui, c'est ça. Donc, parlons-en donc. Dans les crèmes, dans les sérums, quel est le niveau de preuve? Est-ce que ça marche? Ben, en fait, les peptides dans les cosmétiques, encore là, c'est vraiment un spectre. C'est l'univers des peptides dans les cosmétiques. Si on me dit, j'ai fait un sérum aux peptides pour la peau, ben, juste me dire ça, c'est pas suffisant parce que le peptide, il fait quoi? Parce qu'il y en existe différentes sortes qui ont différentes actions sur la peau. On les divise principalement en 4 catégories dans les cosmétiques en termes un peu de mécanisme d'action puis de leur fonctionnement, finalement. Fait que les premiers, les plus nombreux, si on veut, c'est les peptides de signalisation. Fait qu'ils vont être un peu comme ce qu'on appelle des matrikines-like. Fait qu'ils vont comme venir mimer un peu dans notre peau des fragments par exemple, de collagène dégradé pour ensuite signaler aux cellules, il y a eu dégradation de collagène, donc il faudrait en synthétiser à nouveau. Il y a eu endommagement de la peau, mais bref, ils vont agir sur plein de processus biologiques, plein de voies de signalisation dans la peau. Donc, ils sont comme des messagers, finalement. Ensuite, on a des peptides de transport. Fait qu'eux, ils vont transporter des petits éléments essentiels à la peau, puis ensuite, ça va avoir différentes actions. Par exemple, ils vont transporter du cuivre ou du manganèse. On en reparlera tantôt, mais le fameux GHK-Cu, lui, transporte du cuivre. Mais il va aussi travailler comme peptide de signalisation, fait qu'il y a comme une double action. Ensuite, on a aussi des peptides qui vont inhiber certains neurotransmetteurs. Fait que ça, c'est les fameux peptides qu'on appelle Botox-like, mais ce n'est pas du Botox. Mais il y en a un, par exemple, qui s'appelle l'argireline, de son nom commercial, qui va venir inhiber la libération d'acétylcholine dans les muscles
muscle, donc qui va finalement venir travailler au niveau des rythmes d'expression. Fait qu'un peu, un peu une action comme le Botox, mais pas tout à fait pareil. Puis on a aussi des peptides qui vont inhiber l'activité de certaines enzymes ou en activer l'activité. Donc, ils vont notamment travailler au niveau des taches pigmentaires, par exemple, et autres. Fait que ça, c'est comme les 4 grandes catégories. Fait que ça, pour dire que juste de dire sérum aux peptides, ça veut un peu rien dire, ça prend plus d'infos. Puis des fois, dans la nomenclature, des fois, on va avoir un genre un collagen booster ou... Moi, j'ai vu multipeptides, multipeptides, ouais. Des fois, on a des mélanges, en fait, de peptides, ouais. Mais des fois, il va être écrit, mettons, exemple, collagen booster, puis il y aura rien, finalement. Il n'y a pas de collagène. Des fois, il n'y a même pas de peptides. C'est juste... C'est assez large, finalement, les termes qui peuvent être utilisés dans les cosmétiques. Là. Fait que nous, comme consommateurs, on peut pas nécessairement savoir quels sont les peptides. Est-ce que si on lit la petite liste des ingrédients, est-ce qu'on a de notre crème... On a-tu des indications? Comment on se démêle là-dedans? Là? Oui, c'est ça. oui. Faut se démêler parce que, comme tu dis, il y a énormément de choix. Bon, ce qui est le plus... c'est sûr que oui, si on lit la liste d'ingrédients, on va détecter le mot peptide à quelque part. Mais ça nous dit pas grand-chose en tant que consommateur. Il y en a qui sont des peptides forts dans la signalisation, comme le Matrixyl 3000, qui sont des mélanges de peptides. Mais vraiment, je trouve que ce qui aide le plus les consommateurs à s'y retrouver, au-delà de savoir, OK, oui, il y a tel et tel peptide qui ont telle action, c'est est-ce que la formule finale, le cosmétique en soi, a été testé? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le marketing en termes d'efficacité? Parce que dans les cosmétiques, il existe comme un peu différents niveaux de preuve, si on veut. Ouais. C'est-à-dire que le plus bas, c'est un peu de dire, tel ingrédient a telle action, on l'a mis dans notre cosmétique. Mais on n'a pas la preuve que la formule, la recette qui a été utilisée va permettre la livraison de l'ingrédient jusqu'au site d'action. Parce que ces peptides-là, ils vont agir dans le derme. Miss derme. C'est bien pensé. Fait qu'il faut qu'ils se rendent, il faut d'abord qu'ils traversent la couche cornée, toute l'épiderme pour se rendre jusque dans le derme. Fait que déjà là, c'est un long pèlerinage. Puis des fois, on va rajouter, par exemple, des chaînes lipidiques, justement, après les peptides pour faciliter leur transport jusque dans le derme. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, on peut avoir fait tester la formule puis demander par auto-évaluation aux gens, est-ce que oui ou non, vous avez trouvé qu'après un mois, votre peau était plus ferme, mettons. Là, ça veut dire 99% des femmes trouvaient que leur peau était plus ferme. Oh my God. Donc, on a quelque chose de subjectif. Exactement. C'est ça. Mais il y a quand même... Finalement, on a aussi souvent, mais ça coûte plus cher pour les compagnies, mais on va aussi avoir des mesures instrumentales. Donc là, après 8 semaines d'utilisation, on a eu moins 21% de rides sur Astérix, 30 femmes, mettons. C'est sûr qu'on n'est pas dans les mêmes niveaux de preuve que pour approuver un médicament. Mais c'est quand même mieux quand il y a des études cliniques, parce que déjà, on peut avoir un peu plus de... Une idée de à quel résultat on pourrait s'attendre en tant que consommateur. Exact. Fait que c'est pour ça que moi, c'est toujours à ça que je ramène ça. Peu importe le cosmétique, c'est bien beau savoir qu'est-ce que les ingrédients font, mais en même temps, surtout dans le milieu des peptides, c'est tout un univers. Fait que... Donc, si on cherche un pourcentage de réduction de la ride, on sait déjà que le niveau de preuve est peut-être plus intéressant que juste une photo avant-après. Il faut aussi faire attention parce que chaque humain est différent. Ta peau est différente de la peau de Benoît ou de Miss Derme, là, comme ça. Alors, donc, l'efficacité de ça va dépendre. Puis si aussi, si vous avez 98 ans puis vous prenez ça, c'est possible que ça n'aura pas le même effet que si vous avez 45-50 ans. Alors, donc, il y a tout un niveau là, de compréhension puis de réalisme qu'il faut mettre là-dessus, mais les études cliniques, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Absolument. Tu as parlé du copper peptide tantôt. Peux-tu m'en parler un petit peu plus? Parce qu'il a l'air très à la mode. Oui, bien, tout d'abord, il est magnifique parce qu'on obtient des sérums qui sont bleutés parce que, justement, on a le cuivre qui... Dans le fond, de son petit nom encore plus cute, le GHKCU. GHK, dans le fond, pour les 3 acides aminés qui sont dans le tripeptide. 3 acides aminés, tripeptide. Non, mais là, normalement, je vais m'en vouloir pour toute ma vie tantôt de ne pas avoir dit je pensais à pentapeptide. Mais je t'ai pas dit 3, c'est trop facile. Non, genre, on peut pas publier le podcast. J'ai eu la réponse à la question la plus simple. Cauchemar, bref. C'est un tripeptide. J'espère que l'ordre des chimistes ne viendra pas me chercher. Alors oui, c'est un tripeptide. G pour glycine, H pour histidine, K pour la lysine. Puis l'histidine, c'est un acide aminé qui a une très bonne affinité pour le cuivre. Fait que le peptide GHK, qui est naturellement présent dans notre plasma, mais qui diminue tranquillement pas vite en concentration avec l'âge, il est capable d'agripper, dans le fond, le cuivre pour le transporter
jusque dans le derme. Fait que là, une fois dans le derme, s'il réussit à se rendre jusque-là, le GHK-CU, c'est ça. De un, il va apporter le cuivre qui va notamment assister certaines enzymes qui sont impliquées dans le processus de synthèse du collagène. Mais le GHK en soi aussi va travailler comme pour faire de la signalisation dans le fond. Donc, va notamment indiquer aux cellules du derme là, qui fabriquent la matrice extracellulaire qu'on appelle, donc un peu le coussin, la structure du derme, et donc les fibroblastes. Il va leur dire, il y a eu un petit peu de dégradation de collagène, etc., donc il faudrait enclencher la machine. Puis le GHK-CU a été beaucoup étudié pour ses propriétés au niveau de la cicatrisation des plaies. Donc, il y a 1001, en fait, mécanismes d'action. Il y a même des études qui rapportent qu'ils pourraient comme travailler, activer à la hausse ou à la baisse plus de 4000 gènes. Fait que, il pourrait avoir plein d'actions. Mais c'est vraiment surtout au niveau de la cicatrisation des plaies, augmenter la synthèse. Un petit bémol quand même, c'est pas si simple que ça, hein, non. Quand même, parce que c'est vrai, mais il faut que ça pénètre, faut que ça... Donc, il y a tout un mécanisme de transport, puis il y en a beaucoup qui sont vendus pour voie orale, et ça peut même avoir des effets néfastes sur la santé si on utilise des trop grandes concentrations. Vous savez ce que les gens font? C'est la dose qui fait le poison. Parfait. Paracel, c'est un ami Paracel qui revient, mais en fait, ce que les gens font, c'est qu'ils ne voient pas vraiment rapidement d'effet. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Je vais en prendre plus. Je vais en prendre plus. Puis là, c'est naturel, c'est pas dangereux. On va en prendre plus. Je vais en prendre plus. Le GHK-CU, c'est quelque chose qu'on s'injecte, quelque chose qu'on... Ça peut être injecté, ça peut être oral, ça peut être topique. On pourrait, mais tu sais, c'est ça, justement. Non, on excellent, pourrait, mais ça se fait, là. Ça se fait, mais toutefois, quelles sont les données qu'on a, là? Parce que justement, c'est un excellent bémol de la part de Normand. Tu sais, ce que je rapportais par rapport à la cicatrisation des plaies, production de collagène, c'est ce qu'on a observé in vitro sur des petites cellules, des fibroblastes dans un pétri en laboratoire ou qu'on a observé dans des modèles animaux. Au niveau topique, ce qu'on sait pour le GHK-CU, il y a quelques petites études sur de très faibles tailles d'échantillons de quantité d'êtres humains qui se sont fait appliquer sur la peau. Donc, tu sais, on a très peu de données, mais... au moins, on a quand même des tests qui ont été faits sur des femmes dans la cinquantaine, par exemple, qui ont appliqué une crème, puis on a testé aussi sur des femmes qui ont appliqué la même crème, mais qui ne contenaient pas le peptide GHK-CU. On a observé des bénéfices. Après ces études-là, j'ai lu ça dans des revues de littérature. J'ai essayé de trouver les études de base, puis je les ai pas trouvées. Fait que, tu sais, on n'est pas dans un grand niveau de preuve, disons, mais après... c'est ça, on a quand même une bonne quantité de données préliminaires, mais après, les gens extrapolent ça puis se disent, si je me l'injecte, je devrais peut-être observer les mêmes effets chez moi, alors que des études par injection chez l'humain, à ma connaissance, du GHK-CU, on n'en a pas vraiment, là, ou en tout cas, on n'en a pas suffisamment pour répondre à la question de quelle dose faudrait s'injecter, si on en avait suffisamment, ça serait approuvé par des organismes réglementaires. C'est pour ça qu'on n'en a pas, puis les compagnies ne veulent pas faire ça, parce que ça coûte très, très, très cher. Tandis que le cosmétique ou le cosméceutique, ton niveau de preuve est moins élevé et tu peux vendre plus facilement en autant que c'est supposé que ce n'est pas néfaste pour la santé. C'est un peu la vue de Santé Canada. Mais ceci dit, dans le monde du biohacking, on s'en fout totalement de ça. On s'en fout totalement. Absolument. On s'en c'est quasiment mieux si c'est pas approuvé. En fait, c'est qui va l'influencer le mieux qui va faire qu'on va en prendre, puis ça, c'est ça qui est dangereux. Mais c'est incroyable parce que les influenceuses sur Internet, là, tes voix là, qui font la démonstration avec, évidemment, des filtres là, que leur... possiblement, ou ce qu'ils claiment, c'est que leur injection de GHK-CU améliore l'éclat de la peau, la repousse des cheveux, autant chez les hommes que chez les femmes. Là. Puis au niveau de la repousse des cheveux, faire un tour en Turquie aussi, on est encore là dans des suppositions. Si c'était vraiment vrai, là, est-ce qu'il y aurait encore des personnes chauves sur la planète? Non, mais... Parce que poser la question... Est-ce que Big Pharma, ça serait pas emparé? C'est la question. Si c'était vraiment vrai, là, il n'y aurait personne de ridé sur la planète. Sérieux? Mais ça, c'est intéressant parce que ce que ces influenceurs-là disent, c'est que c'est des produits naturels, donc on peut pas les breveter, donc Big Pharma peut pas faire d'argent avec ça. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance en moi. C'est ça. Moi, j'ai pas un intérêt financier quelconque là-dedans. Non, pas vrai. En fait, c'est naturel. Là. Attention, là, on n'a encore trouvé aucun champignon qui avait du GHK cuivre comme ça. Là, c'est pas vrai. Là. C'est des produits qui ont été isolés, là, comme la plupart des peptides, dans des liquides biologiques qui proviennent de dégradation
de protéines naturelles. Et puis là, on dit, c'est biologique, c'est naturel. Ben là, c'est pas naturel. On n'en retrouve pas. Il n'y a pas de plante qui produit du GHK cuivre comme ça. C'est un peu comme, tu sais, de l'eau, il y en a dans notre corps, mais si on s'en injecte dans les veines, ça ira pas bien, tu sais. C'est pas parce que quelque chose est présent dans la nature. Non, mais même si ça marchait, tu sais, c'est quelque chose avec lequel on pourrait faire énormément d'argent. Si on trouvait un peptide qui favorise la repousse de cheveux. L'autre point, c'est que si ça marche chez Madame X, ça veut pas dire que ça marche chez Monsieur Y, OK? Parce qu'on a une particularité, je vais vous annoncer ça, c'est une grande surprise pour vous, mais chaque humain est unique au monde. On a une génétique qui est unique au monde et on a un métabolisme qui est unique au monde. Alors moi, j'aime beaucoup la coriandre et puis il est possible qu'il y ait du monde ici qui haïsse la coriandre, là. Alors donc ça, c'est tout à fait normal. Donc, le peptide machin que tu t'injectes ou que là, ça peut faire que une personne peut avoir une réaction immunitaire très grave. Et puis, cette personne-là, elle l'a vu sur des milliers de fois, ça a l'air supposé, là, des millions de views là, que quelqu'un fait ça. C'est pas parce que quelqu'un a fait des millions de views avec une injection d'une substance que tu connais pas que toi, ton corps va bien réagir. Faut envoyer le message. C'est pas nécessairement vrai. Puis, toi et moi, Normand, on peut en commander des peptides aussi via, de façon totalement légitime aussi, via nos laboratoires. Parce qu'on commande des peptides, puis c'est écrit dessus « for research use only ». Exact. Donc, moi, j'en commande fréquemment des peptides. On teste leurs effets. C'est important, tu sais, de faire de la recherche. Mais, tu sais, on en parlait, Annie. Oui, c'est ça. Moi, je te posais la question, tu sais, pour la recherche, les gens qui achètent ça, moi, mon extrapolation, c'est pas dangereux, c'est pour la recherche. Mais j'avais pas cliqué que c'était pour la recherche. Non, c'est ça, j'avais pas cliqué que c'était pour la recherche animale ou cellulaire ou pas pour l'humain, là. C'est pas pour la recherche chez l'humain. Exactement. Quand on dit c'est for research only, là, pour la recherche seulement, là, c'est que c'est destiné à des laboratoires un peu partout sur la planète qui font des études sur ces substances-là ou qui les utilisent, par exemple, pour stimuler tel processus, pour qu'on soit capable d'étudier. Ça ne veut pas dire que c'est pas la recherche que c'est bon pour ta peau ou c'est bon pour tes muscles. Ça n'a absolument aucune... Pour la recherche chez l'humain aussi. Ben non, c'est pas vrai, ça. Nous, là, si on faisait ça, là, si on prenait les peptides qu'on achète de compagnies de chimie, là, de production de produits chimiques, puis on faisait des essais cliniques avec ça, ben, on s'exposerait à des conséquences très, très, très sévères. Là. De toute façon, il y a pas on pourrait pas faire l'étude parce qu'elle serait jamais approuvée par un comité d'éthique. Parce qu'il faut que ça soit, faut que ça ait été produit pour des fins thérapeutiques, c'est-à-dire GMP, avec des règles, avec des normes. On peut pas injecter n'importe quoi comme ça. C'est ça. Mais dans les faits, dans le biohacking, ce sont ces peptides-là que les gens achètent. Exactement. Puis on se dit, puis quand on parle des bénéfices allégués, que ce soit du GHKCU, que ce soit des BPC 150. BPC 150, MOTS, en tout cas, il y en a plein. Le fameux BPC 150. Le Body Protecting Compound. Il n'y a absolument aucune étude clinique. Il n'y a aucune étude clinique. C'est ça, il n'y a aucune étude clinique parce que on peut même pas en faire d'études cliniques parce qu'on n'a pas la capacité d'en produire Et même si on l'avait, il n'en ferait probablement pas. Ben, je pense que le pire, c'est que je pense qu'il y a des compagnies qui ont essayé d'en faire puis se sont rendues compte. Il y a eu une compagnie qui a fait une étude clinique jusqu'en phase 2, puis qui, pour des raisons... Évidemment, c'était extraordinaire, c'est meilleur que le bouton à 4 trous, mais ils ont arrêté de faire des études cliniques parce que ça coûtait trop cher, ils étaient pas capables de le faire. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Il y a deux choses dans la vie quand tu regardes ça. Il faut te poser des questions. Là. Quand il y a seulement un groupe de recherche dans le monde qui ont eu cette idée-là, puis que ça marche super bien, mais qu'il n'y a personne d'autre qui le sait, là, faut se méfier. Mais c'est vrai que, comme tu disais tantôt, il y en a qui vont prendre ça, le lire complètement dans l'autre sens, puis se dire, ben justement, ils sont allés jusque-là, ils nous cachent quelque chose, ou genre c'est tellement bon qu'ils voulaient pas le commercialiser, nous, on va se le procurer for research only, l'injecter. L'autre chose aussi, c'est que, c'est malheureux, je vais vous le dire, là, mais les souris et les rats, c'est pas comme des humains. On n'est pas des souris. Souvent, j'entends ça, là, ça a été testé chez les rats, puis c'est pas toxique.
c'est pas la même chose. Les rats ont la capacité de tolérer bien des drogues que nous autres, bien des choses que nous autres, on est moins capables de faire. Fait que, donc, c'est pas vrai, là, ça. Attendons avant de faire ça. Attendons que la science évolue, évalue et nous donne leur juste à ce sujet-là, avec des études en double aveugle. Puis après ça, on le croira. Oui, mais c'est important, justement, de faire des études en double aveugle parce que le peu de recherche qu'il y a sur les peptides, c'est des études rétrospectives que, tu sais, tu poses la question, c'est la personne qui vend le peptide va appeler ses clients après puis vont leur demander est-ce que vous vous sentez mieux depuis que vous avez pris le peptide? Ben là, les gens vont répondre oui, tu sais. C'est incroyable, ça. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent on nous cache quelque chose parce qu'ils l'ont pas fait comme ça, mais si c'était vraiment vrai, là, on pourrait le faire, là, puis on pourrait facilement le prouver que c'est vrai. Pourquoi qu'on le prouve pas que c'est vrai? C'est ça qui me chicote un peu là-dedans. Puis c'est un peu tout le temps, là, on nous cache des choses, les grandes compagnies pharmaceutiques nous empêchent de le faire. Mais dans le fond, je trouve ça fascinant quand même comme phénomène, puis de se questionner sur quel besoin est-ce que ça vient combler qui est pas comblé, tu sais. Dans justement cette idée-là de biohack, comme comment ça se fait qu'on est tout le temps en train de chercher plus loin, quelle nouvelle chose est-ce qu'on pourrait utiliser, qu'est-ce que ça vient, genre, avez-vous des hypothèses, des réflexions par rapport à ça, de comme... Comment ça se fait que les gens vont commander des peptides for research only? Genre, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive pas à le comprendre. Puis j'arrive pas à comprendre, en fait, tous ces termes-là aussi qu'il y a autour. Parce que, on dit la zone grise des peptides. On parle de biohack. Là, il y a des stacks de peptides avec des protocoles sur Reddit. Ah oui. Moi, je lis ça, puis je suis un peu tout mêlée. Puis je fais en fait, il y a une théorie qui existe, puis c'est vrai, mais ça là. D'ailleurs, je pense à Boucardiouf qui a fait une série qui s'appelle 8 milliards d'insatisfaits. Okay? Les humains, là, si vous ne savez pas, on est insatisfaits parce qu'on a évolué avec une partie de notre cerveau où il y a le striatum. Le striatum, c'est une partie de notre cerveau qui fait qu'on n'est jamais content. Okay? On n'est jamais heureux. On n'est jamais là. On cherche toujours mieux et plus, comme ça. Et donc, il y a beaucoup de théories là-dessus. Et c'est l'effet, un peu placebo. Hein? L'effet placebo, c'est que tu vas utiliser quelque chose que tu as vu sur le web, puis tu es sûr que ça va t'aider. Puis dans le fond, là, ça fait rien, mais ça t'aide. Okay? C'est l'effet placebo qui a un impact là-dessus. Puis ça peut être très, très puissant. Hein? En fait, on devient accro. C'est le circuit de la récompense avec la dopamine. C'est exactement... T'injecter des peptides du biohacking, là, c'est comme manger des chips barbecue. Encore une fois, je fais un hypermen moi-même. Là, mais, en fait, quand tu manges des chips, tu n'as pas envie d'en manger, mais ça va stimuler la dopamine dans ton cerveau pour différentes raisons. Et puis là, qu'est-ce qui arrive quand tu arrêtes d'en manger? Ça diminue. Et puis là, c'est le circuit de la récompense qui dit « mange un autre ». Et puis c'est pareil, le biohacking, c'est parce que je n'ai pas assez pris que j'ai pas assez performant. C'est un peu ça. On n'est jamais satisfait. On est rien que des insatisfaits. Je pense que ce qui pourrait peut-être fonctionner, c'est que tu te partes une compagnie de chips aux peptides avec ton labo. On fait des bars aux peptides. Il y a des bars... Bars full peptides. C'est une bonne idée, ça. Comme si c'était pas de... Je veux dire, il y en a déjà des peptides dans nos chips. Mais il faut l'écrire sur le sac, sans cholestérol avec peptides. GHKCU flavored. Mais ça, je suis sûr que ça pognerait ça. Ils vont juste rebrander tous les produits hyper protéinés qu'ils ont fait. Ils vont les rebrander en disant il contient des peptides. Bon, mais là, ils auront posé qu'on... Ils n'auront pas tort. Ils n'auront pas tort. On ne met pas ça en ligne. On arrête ce podcast-là et on se part une entreprise et puis on devient millionnaire tout le monde. On va aller brasser des peptides dans ton bain, Normand. Dans mon labo au pis-aller, mais dans mon bain, je suis pas convaincu de comme ça. Mais Sarah, ta question est vraiment bonne parce que, tu sais, au-delà de ça, il y a toute une quête identitaire aussi derrière, je sais pas si c'est de la souffrance ou, mais tu sais, de se dire que, tu sais, moi, je suis une personne unique, je vais à contresens, je vais contre le consensus scientifique. C'est vraiment quelque chose qui, pour certaines personnes, est très nourrissant puis qui peut combler
un vide aussi. Donc, c'est quelque chose qui vient être comblé. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être des jeux vidéo ou peu importe. Là, mais l'élixir d'éternité, ça existe depuis des lunes. On a toujours voulu trouver la recette magique pour ne pas vieillir. D'ailleurs, il y a même des milliardaires de milliardaires, là, des billionnaires qui investissent dans trouver des méthodes pour essayer de vivre éternellement, puis j'ai une mauvaise nouvelle pour ces personnes-là. Non, c'est pas la pierre philosophale. Non, c'est que la vie, c'est une maladie mortelle. Hein. On finit tout par mourir, puis ça va arriver. Mais c'est vrai, c'est un bon point, tu sais, que c'est justement, ça va jusque dans des questions d'identité, puis c'est pour ça que, tu sais, même si on fait ce podcast-là, d'apporter des faits, puis de dire que, ça s'appuie juste sur des données préliminaires, puis c'est pas approuvé par les autorités, c'est pas vraiment suffisant pour contrer ce mouvement-là. Non, mais je pense qu'il faut comprendre ces gens-là un peu, puis dire, moi, mon questionnement, c'est... toi, tu le sais, puis il n'y a personne d'autre sur la planète qui le sait. T'as-tu déjà essayé de réfléchir à telle affaire? Je pense qu'il faut amener les gens à faire un peu de développement de la rigueur intellectuelle aussi. Là, moi, ça me fait tellement rire quand les gens disent « les scientifiques vous cachent telle information ». C'est parce que ces gens-là n'ont pas de scientifiques dans leur entourage. En fait, il faut pas nous starter. Genre, posez-nous pas une question. Genre, vous deux, là, je suis certaine. En fait, c'est une nouvelle recherche, une nouvelle étude. Je vais en poser une, peut-être pour décourager des gens. Qu'est-ce qui arrive si on s'injecte des peptides? Là, tout ce qui peut arriver si on s'en injecte, même au niveau cosmétique, là, le pire du pire. Il y a vraiment des dangers très importants. Premièrement, surtout si vous ne connaissez pas la provenance de ces peptides-là, vous ne savez pas s'ils sont contaminés par des métaux lourds, vous ne savez pas s'ils sont contaminés par des bactéries ou tout ça. Puis vous ne savez pas si vous allez réagir, votre système immunitaire va dire « Bonjour, c'est gentil que tu viennes là » ou bien il va dire « C'est un envahisseur et il peut faire un choc anaphylactique. Si tu fais ça dans ton sol, dans ta chambre, parce que tu ne veux pas le montrer à tes parents, ben tu risques de mourir dans ton lit en faisant ça. Puis ça, c'est pas avisé de faire ça. Ça fait que la première chose, je dirais, jamais faire ça. Il y a des professionnels de santé qui sont là pour t'aider, puis ils sont pas mal plus compétents que les influenceurs, les influenceuses. Parle-en à tes amis, parle-en aux gens, parle-en autour de toi. Je pense que c'est ça le plus important. Rester isolé dans cette... Parce que sur les algorithmes, justement, avec les réseaux sociaux, on peut facilement tomber dans des chambres d'écho où est-ce que là, l'algorithme commence à comprendre qu'on s'intéresse aux peptides, au biohacking, puis on va tomber dans une boucle, puis ça donne l'impression que dans le fond, finalement, tout le monde fait ça, alors que c'est pas vrai. Moi, je connais personne dans mon entourage. Présentement, là, avec recherche sur les peptides. Mais moi aussi, je veux répondre à la question d'Annie parce que Normand, il a vraiment dit les effets aigus qu'on pouvait avoir comme un choc septique. C'est comme il peut avoir le pire. Mais il y a des effets chroniques aussi parce que il y a des gens qui... Puis, tu sais, là, je vais faire un gros pas, là, mettons, si on considère que c'est vraiment ça qu'on s'injecte, qu'on connaît la dose, puis qu'on est capable de faire la démonstration que le peptide qu'on s'injecte a vraiment une action biologique, mais il y a certains peptides qui vont stimuler, ça va être des sécrétagogues, par exemple, de l'hormone de croissance. Donc, les gens vont prendre ça en pensant que leur masse musculaire va augmenter. Ils vont s'entraîner un peu, ils vont prendre l'hormone de croissance, puis là, ils vont se dire, je vais devenir plus jacké. Là. Mais... Puis, il y a une autre affaire aussi, il y a le ralentissement du vieillissement cellulaire. Là, on parlait des multimillionnaires qui travaillent là-dessus. Il y a des peptides, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont ralentir une enzyme qui s'appelle la télomérase, là, qui diminue les télomères. Ça, c'est en fait... Je vais expliquer ça vraiment rapidement. Faut pas starter un scientifique. Non, c'est ça. Alors, on en a la preuve. Je vais expliquer rapidement c'est quoi un télomère. Ouh là là. C'est comme un compteur. Absolument. Il y a un compteur sur nos cellules qui fait qu'à toutes les fois qu'ils se divisent, le compteur, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Puis à un moment donné, on a un nombre limite de ça là. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dit, hey, m'a bloqué le compteur. C'est ça. Moi, je compare ça à le petit morceau de plastique au bout de tes lacets. Là. Ça, c'est comme ça. Mettons, tes lacets, c'est de l'ADN. Le petit bout de plastique au bout de tes lacets, c'est comme les télomères. Puis à un moment donné, quand ça fait 3-4 ans que tu as les mêmes souliers, ça marche plus. Fait que ça, en fait, les télomères, ça empêche que quand ils sont devenus trop petits, la cellule va entrer en apoptose, elle va mourir, puis ça va empêcher la croissance cellulaire. Donc, si on peut ralentir le raccourcissement de l'ADN, on peut ralentir le vieillissement. Mais si on fait ça dans certaines cellules,
Que ce soit l'hormone de croissance ou que ce soit l'inhibition de la télomérase qui raccourcit les télomères, ben ça va faire ça pour les cellules tumorales aussi. Là. Donc, si on a un cancer, ben on va peut-être juste accélérer la progression du cancer aussi. Donc, mais ça, je dis ça, mais c'est juste sur la base de la connaissance du mécanisme biologique parce qu'on n'a aucune étude les qui démontre. molécules peptidiques, c'est connu. C'est pas quelque chose qui zero in sur quelque chose. Ils ont plusieurs activités biologiques et peuvent stimuler la progression du cancer. Elles peuvent empêcher, détruire ce que tu as dans ton rein, etc. Il y a plein de phénomènes qu'on ne connaît pas encore là-dessus. Mais rapidement, tu peux voir un effet X, mais l'effet Y, c'est plus à long terme. Et puis ça, on s'en est aperçu, par exemple, les gens qui prenaient des stéroïdes, par exemple, qui avaient des problèmes qui étaient associés à ça. Mais rapidement, tu peux courir plus vite en Moses. C'est vraiment bon. Tu prends le PO, ça va super bien. Tu peux aller... C'est déjà connu, ça a déjà été expérimenté. Si c'était si facile, on le saurait. Oui, c'est ça, finalement, le problème avec les peptides injectables. On les a pas, ces données-là, à long terme, mais on n'a même pas des données à court terme, en fait, en termes d'injection. On n'a pas des données sur la sécurité de ces peptides-là. C'est quand on arrive... Vous savez que 95% des médicaments qu'on amène en phase clinique là, pour développer comme ça, là, ben, ils meurent au feuilleton en phase 4, en phase, quand tu arrives là. Pourquoi? Parce que quand tu le testes sur 2 personnes, ça peut être bon, mais quand tu le testes sur 25 000, là, il y en a qui ont des crises cardiaques, il y en a qui ont des problèmes de pression, et c'est là que tu vois les problèmes arriver. Donc, c'est la même chose pour les peptides. On ne le saura pas tant que tu n'as pas fait d'études cliniques. Fait que, je pense qu'on est à un niveau. Peut-être que des peptides comme le GHK, le BPC 157, là, qui sont miraculeux, peut-être que ça va devenir ça. Mais on a besoin d'un 15-20 ans avant de le savoir et surtout des études rigoureuses en laboratoire par des équipes non biaisées, pas juste des amateurs qui disent « Ah, moi, j'ai trouvé quelque chose puis je vais devenir milliardaire. » là. Ça, on a besoin de ça. La science, ça reste quand même notre base fondamentale de la survie humaine. Ouais. On n'aurait jamais vécu aussi longtemps sans les avancées scientifiques. Ben, savez-vous comment Paracels il a réussi à énoncer c'est la dose qui fait le poison? Ben, il invitait des gens souvent à souper chez eux. Fait que je vous laisse penser comment il faisait ça. C'est la science quand même qui évolue comme ça. C'est de l'expérimentation qui nous fait évoluer, qui nous fait apprécier, puis qui fait que c'est pas si simple que ça. C'est pas blanc, c'est pas noir. Mais une chose est sûre, c'est pas sécuritaire de manger n'importe quoi puis de prendre n'importe quoi. C'est pas la première plante qui arrive sur ton chemin que tu peux manger si t'es pris en forêt. C'est ça. Il y a pas toujours besoin. On n'a pas toujours besoin d'études randomisées pour ça non plus. Exactement. Moi, il y a un dernière affaire que je veux parler avant le mot de la fin. Là, c'est justement, on en parlait, mais on a parlé beaucoup de l'Ozempic puis du sémaglutide, qui est un peptide. Mais moi, un phénomène que je vois aussi, c'est des gens qui vont juste se commander un peptide qui s'appelle le Reta, OK? Le Retatrutide? Oui, le Retatrutide, exactement. C'est une vraie molécule qui est pas encore sur le marché parce que la compagnie est encore en train de la développer, on est encore en phase clinique. Mais on parle pas d'une petite compagnie, là, on parle d'une multinationale. Ah non, c'est Eli Lilly, c'est une très grosse compagnie. Mais, puis à date, là, dans les thérapies GLP-1, c'est la molécule qui a le plus de perte de poids. Là. Les moyennes de perte de poids, c'est 28 %. Puis il y en a, si c'est 28 % en moyenne, ça veut dire qu'il y en a que c'est du 35-40 % facilement. Mais les gens, alors qu'on sait que le sémaglutide, il est déjà disponible en pharmacie. Il y a même au Canada des versions génériques, donc beaucoup moins chères. Il y a des gens qui vont s'acheter du Reta en ligne en sachant absolument qu'est-ce qu'ils achètent, en ne sachant pas ce qu'ils achètent, mais juste parce que c'est pas une pharmacie, ça vient pas d'une compagnie pharmaceutique, c'est la même molécule, mais ils vont se l'acheter, puis ils vont dire ça c'est pour brûler du gras, mais tu sais, c'est alors pas, qu'on est en phase quoi, tu disais? On est en phase 3, mais on le sait que... Mais tu sais, en fait, c'est que le médicament va probablement être approuvé. En tout cas, je pense pas que la compagnie... On a toutes les raisons de croire que oui, mais ça se pourrait qu'on ait des surprises. En fait, il y a des gens qui disent que
pourquoi la perte de poids est très avec le rétal, là, c'est qu'il agit sur 3 mécanismes en même temps, ce que le SEMA et le glutide ne fait pas. Mais aussi, plus tu agis sur différents mécanismes, plus les organismes réglementaires sont sur les dents parce que ça veut dire qu'il agit peut-être ailleurs. OK? Fait que c'est pas si simple que ça quand ça arrive. Ça, peut-être que ça va être c'est ça qui va remplacer le fameux Ozempic ou le Wegovy. Peut-être c'est ça. Là. Pour le moment, mais pour le moment, les gens qui prennent ça encore, oui, il y a plus d'études quand même là, que le BPC, machin, là, puis ça, là, mais ça demeure pas approuvé. Oui, c'est ça. Mais moi, mon point, c'est que les gens vont quand même le prendre avec des sources dont ils ne connaissent pas, plutôt que de prendre la molécule qui est déjà approuvée, qui est déjà disponible en pharmacie aussi. Là. Toujours aller chercher le résultat le plus extrême possible. Malgré que les effets secondaires sont quand même importants, même chose que le sémaglutide. Fait qu'il y a quand même des choses qui sont connues sur ce peptide-là. C'est pas magie, hein? C'est pas de la black magic science, là. Tant qu'à parler de culture des diètes, il y a aussi beaucoup de compagnies qui font des plans alimentaires, qui ont commencé à intégrer les micro-dosings de GLP-1. Là. C'est la même chose que le GLP-1. Ça vient de où, ça? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est sécuritaire. En fait, c'est une tendance, encore une fois, là, je ne voudrais pas avoir l'air de Miss Dem de moi-même, mais c'est les influenceurs et influenceuses qui amènent ça, que dans le fond, il y a des effets secondaires à ça. Et si je prends une microdose de ça, je n'aurai pas les effets secondaires, mais je vais avoir les mêmes bénéfices à petite dose, mais ça va faire là. Je vais leur répondre là-dessus. Il n'y a pas encore d'études cliniques là-dessus, puis c'est la dose qui fait le raison. OK, bon, il y en a des études cliniques là-dessus. Il y a une raison pour laquelle on suggère cette de prendre 2,5 mg. Parce qu'en bas, il n'y avait pas d'effet. C'est ça. Il n'y a pas de dose magique où est-ce que tu peux maximiser. C'est sûr que c'est important d'en parler à votre médecin parce que des fois, c'est possible d'ajuster la dose aussi, mais ça, c'est différent. En fait, le microdosing est venu justement de gens qui avaient des effets secondaires, des problèmes d'interaction avec d'autres médicaments, qu'on leur a suggéré de diminuer la dose. Est-ce que le microdosing qu'on fait nous autres mêmes peut avoir le même effet? Chaque humain est différent. Puis en ce moment, comme tu disais, Benoît, si la dose est recommandée, ça, c'est que on ne voyait pas d'effet en bas de cette dose-là. Là. Parce que sinon, là... Dans l'homéopathie, c'est ça. Là, le plus possible. Mais les compagnies, en ligne, eux autres, ils l'écrivent en gros là, sur leur affaire que vous devriez microdoser. Puis, tu sais, il y a comme... On dirait qu'ils n'ont pas de conséquences de ça. Parce que tu l'associes avec un plat alimentaire. C'est sûr que les gens vont perdre du poids parce qu'il va y avoir une restriction calorique. Mais dans le fond, vous êtes en train de me dire que la médication est tellement à faible dose qu'elle ne fonctionnera pas. C'est pas ça qu'on a dit, mais on a dit que c'est pas la dose recommandée quand on a fait des études cliniques, c'est qu'ils ne voyaient pas d'efficacité thérapeutique en bas de cette dose-là. Est-ce que des gens vont réagir avec le microdosing qui vont leur permettre d'obtenir une perte de poids? Parce que c'est ça qui est visé par ça. Peut-être. Peut-être pas, mais encore une fois... ce genre de choses-là, de s'auto-médicamenter, puis de penser que je suis capable, je vais aller sur l'Internet pour régler mon affaire. Je vais demander à ChatGPT, s'il vous plaît, là, allez voir des professionnels. Là. Je pense que c'est ça le mieux. C'est la santé qui est en jeu. C'est ça, c'est souvent pas dans les gyms qu'on les retrouve non plus. Non plus. Je pense que ça prend des sources fiables, puis des gens. Puis même si vous pensez que cette personne-là travaille pour une grosse pharma, personne n'est payé par ça. Il n'y a pas personne qui est payé. Là. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. Puis en plus, moi, ce qui me fascine ou ce qui m'enrage un peu, c'est que les personnes qui vendent des peptides sur les réseaux sociaux, les hommes, par exemple, qui sont dans le bodybuilding, puis tu vois qui sont très musclés, sont jackés, puis qui vendent des peptides, puis qui disent à leurs followers, qui disent, si vous voyez-vous, moi, je prends des peptides, puis je suis jacké comme ça. Donc, vous devriez prendre des peptides. Il va vous arriver la même chose. Mais eux, ils vendent des peptides, mais ils ne sont pas jackés parce qu'ils prennent des peptides. C'est parce qu'ils prennent des stéroïdes, souvent. Mais ça, ils le disent pas. Ça fait pas partie de leur branding, nécessairement. Dans cette histoire-là de biohacking, je me suis injecté tel peptide puis j'ai commencé à observer tel effet.
je suis pas mal certaine que c'est pas la seule chose que tu fais dans ton biohacking. Là, sûrement que t'as la petite plaque vibratoire le matin. Puis Je pense qu'il faut développer un peu de rigueur intellectuelle. Si c'était vrai, si ça fonctionnait, il y aurait personne qui serait obèse, il y aurait personne qui aurait du diabète, il y a personne qui aurait de la perte de cheveux, il y a personne. Là, si c'était vraiment vrai, là, c'était aussi simple. C'est pas vrai, là. C'est comme quelqu'un m'a dit, la Terre est pas ronde. J'ai demandé à David Saint-Jacques qui m'a dit, après 3 mois dans l'espace, je peux te le dire, elle est ronde. On réinvente pas la roue, là, OK? Il y a des choses qui sont là, qui sont vraies, puis sont connues. Je pense qu'il faut être réaliste aussi, là. Là, je vois que ça fait vraiment longtemps qu'on parle. Je voulais comme un peu finir. Non, mais je pensais qu'on venait de commencer, moi. Là. Moi, je partirais, mais là, pour le bénéfice des auditeurs, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Mais je veux quand même qu'on puis, tu sais, moi, je voulais, comme je dis, on pourrait finir en disant aux gens d'être sceptiques puis faire attention à ce qu'ils se font proposer en ligne. Je pense qu'on l'a quand même, dit. Là, si vous nous avez entendu depuis l'heure et quart qu'on parle, je pense que vous le savez, mais tu sais, sur une note, j'ai envie de dire un peu plus d'espoir, une note positive. Tu sais, normalement, la recherche sur les peptides, ça s'en va où, selon toi? Si on reste, mettons, dans le monde de la santé. Il va y avoir des grands développements. C'est sûr que là, on a connu, là, on voit là, le sémaglutide, tous ces médicaments-là là, pour le diabète, là, ça nous a ouvert les yeux, mais ce qui a vraiment changé dans la science peptide thérapeutique, c'est la formulation. Et puis là, il y a des centaines de peptides biologiques, actifs, anti-cancer, anti-nausées, anti-toutes sortes de choses qui n'ont pas été capables de percer le marché à cause de la formulation, à cause de la dose. Ça, on va voir arriver une pléthore de ces nouvelles molécules-là. Ça, on va voir ça. Mais ce que j'aime beaucoup, je parle beaucoup, on travaille beaucoup... tu sais, là, on est braqué sur des maladies très nord-américaines. Mais par exemple, les infections parasitaires, je pense que les prochains médicaments pour traiter la malaria, pour traiter la dent, ça va être des produits naturels, des peptides macrocycliques. Les peptides vont envahir le marché. On va avoir anti-cancer, on va avoir des molécules. Mais surtout, moi, je pense que le plus grand développement, là, ça va être au niveau du cerveau, de l'Alzheimer. Les peptides, c'est ça qui va avoir un effet sur la pathologie de l'Alzheimer, donc les maladies dégénérescence du cognitif, ça va avoir un impact. Fait que les peptides, ça va nous amener. Ah oui, puis corrige-moi si je me trompe, mais les peptides macrocycliques aussi, on peut les administrer par voie orale. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on les injecte pas, là. Puis là, en ce moment, le gros hype, les compagnies pharmaceutiques ont tous des programmes sur les peptides macrocycliques. Puis, Sarah, toi, comme mot de la fin, j'ai envie de te poser la question. Tu sais, toi qui fais beaucoup de vulgarisation scientifique, qui met plusieurs personnes en garde justement contre ces trends-là, qu'est-ce que tu dis aux gens? Parce que j'imagine que tu vas tellement avoir de personnes dans tes DM, ces réseaux sociaux. Là, il doit y en avoir des gens qui posent des questions sur les peptides. Tu leur réponds quoi à ces gens-là? Ben, tu sais, j'en reçois pas tant des questions par rapport aux peptides, mais je reçois beaucoup de publications que les gens m'envoient de « Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de telle personne a parlé de telle affaire, puis soit que ça serait toxique ou que ça serait super bon. » Je pense que c'est juste un appel général à prendre un peu de recul quand on consomme une information sur les réseaux sociaux, parce que souvent, souvent, ça va être trop beau pour être vrai ou trop alarmant pour être vrai, tu sais, dans le sens que quand c'est trop dans les extrêmes puis que ça vient nous chercher dans des émotions de comme prendre une pause parce que ça vient un peu comme court-circuiter notre esprit critique, finalement. Fait que si quelqu'un fait des promesses thérapeutiques, c'est qui cette personne-là qui est en train de dire ça, là, tu sais, c'est quoi est-ce que la personne a un bagage scientifique quelconque? Après, c'est quoi ses intérêts financiers peut-être là-dedans? De toujours être le plus sceptique possible avant de se dire « Ah, ben oui, ça, c'est vrai. » Puis surtout, c'est que là, on partage beaucoup de publications. Fait que souvent, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de désinformations, des informations alarmantes qui circulent plus vite que parce que le monde me les envoie, pas juste parce qu'il me les envoie à moi, là, mais tu sais. Fait que, prendre un petit pas de recul là, par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est ça toujours une bonne idée de prendre un petit pas de recul par rapport à ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. C'est un excellent mot de la fin. D'ailleurs, comme mot de la fin plus général, je veux juste dire, ça a été vraiment le fun de tourner cet épisode-là avec vous. Merci de l'invitation, ça a été vraiment
intéressant. J'avais rien vraiment de planifié. Une chance. Mais c'était super intéressant. Je pense que ça touche à des points super importants qui vont éclairer les gens, puis vont peut-être les amener à développer un petit peu la rigueur de ne pas tout de suite acheter ou pas tout de suite injecter. Ben oui. Ça a été le fun de faire un podcast de vulgarisation scientifique à Québec aussi, avec des chercheurs du Québec. C'est le fun, ça, de Québec même. À Québec, donc, un podcast. Tout le monde pense tout le temps qu'on est à Montréal, mais non, vrai, Québec, c'est... C'est ça, fait qu'on espère qu'il va y avoir du monde de Montréal qui vont se déplacer dans nos studios pour venir nous voir prochainement. Normand Voyer, Sarah Bélanger, merci infiniment d'être passé. Merci beaucoup. Merci Annie, merci Benoît.